très important d'avoir ces notions-là en tête. Monsieur Kwasi Jean-François, bonjour. Bonjour, Tata Christelle. Vous allez bien? Très très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes assistant en communication à grandécole.net. Parfait. Et ce matin, vous parlez donc d'un sujet très important, le statut de stagiaire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bien sûr. Quand on est étudiant, on est en fin de cycle, on doit forcément passer par un stage. Et d'ailleurs, depuis le 1er septembre, on a les résultats du BTS avec juste 23% de candidats déclarés admissibles. Donc ceux-là devront forcément passer par un stage. Ils vont soutenir un rapport de stage avant d'être définitivement déclarés admis. Mais lorsque vous avez un stage, comment est-ce que ça se déroule? C'est en fait là la question. Je vous assure qu'il existe des stages desquels vous sortez carrément détruits, complètement anéantis, je dirais même brisés. D'abord, généralement, lorsqu'on recherche des stages ici en Côte d'Ivoire, c'est surtout sur Internet, avec les différents sites d'offres d'emploi et de stage. Mais il y a aussi les services placement dans les écoles, puisqu'il y a de plus en plus grandes écoles et universités qui ont des services placements, qui cherchent et qui trouvent donc des stages pour leurs différents étudiants. Mais il y a beaucoup d'écoles qui, à l'heure actuelle, disent qu'elles ont des stages garantis pour leurs étudiants, et ça, c'est encore à vérifier. Oui, c'est encore à vérifier, bien sûr, puisque ça ne peut qu'être un argument commercial, souvent au niveau des écoles. Et puis, surtout que maintenant, l'enseignement supérieur a décidé que la capacité à trouver des stages pour ces étudiants soit en fait un critère majeur dans l'évaluation des différentes grandes écoles et universités. Et puis, il peut arriver que l'élève, ou du moins l'étudiant lui-même, recherche de façon spontanée lui-même son propre stage pour valider son diplôme. Alors, pour revenir à votre sujet, à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est effectivement pris en stage, que cela soit venu par la grande école, par l'école, ou par des parents, enfin bon, ou par Internet? Qu'est-ce qui se passe sur le site? Ah bon, il y a différentes situations d'abus qu'on peut constater facilement, et au niveau de quelques entreprises, mais également au niveau des étudiants. D'abord, au niveau des entreprises, vous noterez que les différents, bon nombre, faut-il le dire, bon nombre d'offres de stage à pourvoir urgemment sont généralement des offres d'emploi déguisé. On peut vous exploiter pendant 1 an ou même 2 ans. On vous dit que vous êtes stagiaire, alors que selon les recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur, le stage doit être limité soit à 3 mois minimum ou 6 mois maximum. Voilà, c'est ce que dit l'enseignement supérieur. Mais c'est souvent renouvelé? Oui, souvent renouvelé, mais normalement, quand le stage doit être renouvelé, il ne doit pas être renouvelé dans la même filière. Il faut qu'on change de filière. Voilà, justement. Et puis, il peut arriver que c'est-à-dire s'il a fait, par exemple, communication marketing. Oui, s'il a fait la communication marketing, il peut faire un stage en marketing, après faire un stage en publicité. Voilà, ça peut se faire. Mais deux stages toujours des domaines qui ont relation avec sa formation. Avec sa formation, bien évidemment. Voilà. Et puis, je disais également qu'il peut avoir, ou alors il y a des stages desquels... Alors, vous aimez, en parenthèse, on va juste s'arrêter un peu. Oui. Vous mangez l'ingam, ça va? Oui, bien sûr, je suis un reparler. Merci. Alors, c'est le ragoût d'ingam fait par Madame Yao Colette. Merci beaucoup, Madame. Merci bien. Merci. Alors, donc, on disait, c'est toujours des filières. C'est un mouvement, en fait, mais qui se fait en rapport avec la formation. La formation. On peut faire plusieurs stages, mais pas dans la même filière. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir également des stages où vous vous retrouvez seulement qu'à faire des photocopies, qu'à préparer le café pour tout le monde dans votre service. Ou à l'acheter la Madame Brézé. Oui, à l'acheter la Madame Brézé. Ou alors, voilà, à gérer même les affaires personnelles de votre tuteur, du moins de votre maître de stage en entreprise. Celui qui vous encadre en entreprise, c'est votre maître de stage. Et donc, vous pouvez gérer même ses affaires personnelles. Vous allez acheter tout le temps, faire les transferts d'unités pour les autres membres du service. En fait, généralement, on leur délègue les différentes tâches face auxquelles on paraisse et qui n'ont absolument rien à voir ni avec leur formation, ni avec leurs différentes compétences. Donc, pour finir, l'étudiant se retrouve en entreprise, pas pour apprendre ce à quoi il a été formé à l'école. Être ami avec la bonne dame qui vend. Et c'est en fait cela la difficulté. Parce qu'à vrai dire, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il existe un code du travail, mais une réglementation qui puisse régir de façon, j'allais dire, à la fois particulière et objective le cadre des stages, ça n'existe pas réellement. Et c'est en fait ce qui crée la difficulté. Il y a des entreprises qui vont donc prendre des étudiants pendant 1 an ou 2 ans. Ils sont toujours stagiaires, alors que, comme je le disais, l'enseignement supérieur ne le reconnaît pas. C'est normalement 3 mois minimum ou 6 mois maximum. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique. Oui, il n'y a pas de cadre juridique donc, en fait, qui puisse régir. Oui, bien sûr. Et voilà pourquoi il est important, il serait vraiment important de légiférer quand même sur le cadre des stages pour que ce soit, j'allais dire, vraiment réglementé et que personne ne se permette
tout ce qu'on veut, bien sûr, sur les étudiants stagiaires. Voilà. Alors, là, c'est vraiment les fautes qui incombent l'entreprise. Bien sûr, c'est les fautes qui incombent à l'entreprise, mais au niveau de l'étudiant également. Au niveau de l'étudiant également, il y en a qui sont là, qui viennent faire un stage et qui ne rédigent rien. Bien sûr, parce que normalement, quand on est étudiant, on a fini son cycle, on doit rédiger un rapport de stage et soutenir le rapport de stage. Ouais. Mais avant de le faire, il faut d'abord entrer en entreprise. Mais je vous assure qu'il y en a qui rédigent des rapports de stage et qui soutiennent alors qu'ils n'ont jamais mis le pied en entreprise. Tout simplement, ils vont acheter des anciens rapports de stage avec leur tuteur de stage à l'école ou avec des enseignants à l'école. Ils vont modifier à leur guise et puis venir soutenir devant un jury qui va donc valider leur diplôme. Alors, essayons de relativiser. Ils vont acheter donc les rapports avec quelques-uns. Avec quelques-uns des tuteurs de stage. Voilà, ils les modifient à leur guise et venir soutenir. Généralement, si cela se produit, c'est très souvent parce que les maîtres de stage eux-mêmes ne vont pas souvent aux différentes soutenances. Ils sont invités, normalement, ils doivent être présents aux soutenances de stage, mais généralement ils n'ont pas le temps d'y être et puis voilà, ce qui fait que même quand l'étudiant n'a pas été en entreprise pour faire le stage, on ne peut pas toujours le savoir et puis il manque également une collaboration étroite entre l'école et l'entreprise dans laquelle l'étudiant fait son stage. C'est en fait ce qui crée les problèmes à ce niveau-là et qui font que les étudiants parfois même vont faire des stages dans les administrations des écoles. Alors que ça, c'est interdit par l'enseignement supérieur. Il y en a d'autres qui multiplient les stages. C'est-à-dire il a eu son BTS et l'école lui dit, écoute, bon... On te propose un stage ici dans notre administration. Voilà. Et ça, c'est interdit par l'enseignement supérieur. Il doit sortir. Voilà, il doit sortir, aller dans une entreprise, forcément. Il ne doit jamais faire de stage dans une école, quelle que soit l'école, que ce soit son école ou une autre école, il est interdit de faire le stage dans l'école. Il y en a qui ne font que multiplier les différents... Est-ce que c'est de leur faute? Non, pas forcément de leur faute, mais parce qu'on se dit souvent qu'on pourrait peut-être avoir la chance, en multipliant les stages, un jour peut-être qu'on me gardera là où je suis. On ne sait jamais, parce que... multiplier les stages dans l'entreprise où on est. Dans l'entreprise où on est. Voilà, souvent on va faire 3 mois, 4 mois... Vous mettez un peu à la place de ces jeunes-là. Oui. On se dit, j'ai une place, autant profiter si je pars. C'est cela, je risquerais de perdre. Et puis sera embauché. C'est ça. Et c'est justement ce qui fait qu'ils multiplient les stages. On ne sait jamais. Peut-être avec 3 mois de stage, 4 mois, si je fais 1 an, c'est sûr qu'un jour on me rappellera. Souvent ils finissent le stage, ils sont assis à la maison, on les rappelle, venez faire le stage et venez refaire à nouveau le stage, renouveler donc le stage et ils reviennent s'asseoir. Il y en a qui sont stagiaires pendant 5 ans, 6 ans. Bon, 5 ans, 6 ans, je pense que c'est quand même assez difficile. C'est généralement entre 1 an, 2 ans, voilà, qui sont stagiaires. On voit généralement 1 an et 2 ans. Voilà. Alors donc il faut comprendre que donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ça suffit, j'arrête tout, je ne peux pas continuer. Cette histoire de stage, je suis dans ma 2e année, ça suffit, je prends mes bagages, mes cartons, je rempile tout, paf, et je rentre chez moi. C'est ce que vous dites ce matin aux stagiaires. Est-ce que vous pensez que votre discours va passer? Bien, il ne pourrait pas passer, bien évidemment, parce que à ce niveau, il ne pourrait pas passer parce que tout le monde, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde cherche sa place en entreprise. La place de stagiaire coûte cher. Bien sûr, même si ce n'est pas rémunéré, parce qu'il y en a qui sont vraiment dévoués, qui s'endettent même pour s'acheter des vêtements et se payer le transport. Et il y en a qui, par cette voie de stage, ont pu avoir des contrats. Oui, des contrats, bien sûr. On peut avoir des contrats juste après, contrats avec ou sans période d'essai, bien évidemment. Mais ce n'est en rien du tout un renouvellement de stage. Quand vous finissez votre stage, vous pouvez avoir une période d'essai. Mais ce n'est pas un renouvellement de stage. Vous ne pouvez pas finir le stage dans une filière, aller vous asseoir à la maison. On vous rappelle encore, la même entreprise vous rappelle encore pour venir faire encore à nouveau le même stage. Ce n'est pas du tout normal cela. C'est soit une période d'essai ou alors un stage de 3 à 6 mois. Vous finissez et vous avez fini avec l'entreprise normalement. Alors donc au total, le stagiaire n'est pas un coursier? Il n'est pas un coursier. Il n'est pas un coursier. Il faut tout simplement retenir que c'est vrai qu'il n'est pas lié à l'entreprise par un code du travail, mais il doit être lié à l'entreprise. Il peut rendre des petits services quand même. Bien sûr, il peut rendre des petits services. Bien sûr, il est là pour apprendre. Donc il peut rendre quelques petits services. Voilà, il est lié en fait à l'entreprise par une convention de stage. Parce qu'un stage qui n'est pas conventionné est un stage qui n'existe pas légalement. Vous connaissez un peu l'esprit, on est un peu en Afrique. Celui-là, quand on l'envoie, il dit que oui, d'accord, bon, on attend. Il est là depuis combien de temps déjà, ce jeune? C'est juste. Est-ce qu'il veut prendre, comme on dit entre gueux, est-ce qu'il veut durer ici? Oui, il ne pourra pas durer. En tout cas, rapidement, on va se débarrasser de lui. Voilà.
tout cas, Et merci. donc, Alors, au total, que retenir? on doit retenir simplement qu'il faut mieux encadrer les stages. Voilà, il faut bien mieux encadrer les stages. Il faut limiter leur durée à 6 mois maximum, tel que recommandé par l'enseignement supérieur. Et puis, les stages doivent également retrouver leurs différents contenus pédagogiques. C'est très important pour toujours être un outil de formation et bien évidemment un tremplin vers le développement d'une vocation, vers le développement d'un profil de carrière. C'est très important. Le stagiaire, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est ni un coursier, ce n'est ni j'allais dire un archiviste. Voilà, donc il ne faut pas lui confier toutes les tâches face auxquelles on paraisse, il faut le comprendre. Voilà, et puis bien évidemment, il faudra aussi essayer de revoir, ce n'est qu'une doléance, les différentes rémunérations, parce que certains stagiaires travaillent véritablement comme les employés alors qu'ils n'ont pas de rémunération ni de droits qui vont avec. Voilà, donc il faut pouvoir leur payer au moins juste une prime de transport, ce serait quand même bon. Et à ce sujet, il faudra qu'il y ait donc une véritable négociation interprofessionnelle pour les aider. Merci en tout cas d'être venu attirer l'attention dans un des autres sur ce sujet très important. Un gros coucou à Mariam Koulibaly qui nous suit, Mariam Koulibaly que vous retrouverez donc à la matinale, vendredi et samedi. Bisous à toi. Alors vous aimez, vous allez partir avec votre... Bien sûr. Mais à part l'igname le matin, vous pouvez prendre des beignets aussi, c'est pas mauvais? Oui, c'est les beignets même habituellement. Quel genre? Aller-retour là? Oui, aller-retour. Ah, bah, je pense que cet élément va vous intéresser, regardez. Elle se débrouillait déjà dès l'âge de 17 ans pour se faire de l'argent. Adelaïde a vendu des gâteaux, des mouchoirs, de la banane braisée. Cette jeune dame s'est presque essayée à tout. Depuis quelques années, elle a décidé de suivre les traces de sa mère. C'est ma maman qui vendait. Il y a longtemps, elle nous a accouché dedans, quoi. Donc, comme elle a arrêté, elle est devenue vieille. Donc, c'est moi qui ai pris sa place maintenant. Ça fait 9 ans maintenant, il vend galette. Il fait 20 kilos. Ça va, quoi. C'est mieux que zéro. Au lieu de t'asseoir à la maison, tout ça là, c'est pas... Donc, ça cause, elle vient me débrouiller un peu. C'est que si, quand il sort, il vient, Dieu aussi m'aide, il gagne un peu. Comme elle, ces dames ont manifesté la volonté d'autonomie à exercer des activités rémunératrices pour être indépendantes. Mon tante, il fait ça. Moi, je suis partie, c'est lui, il m'a montré. Quand il m'a montré, ici, il a fait griller jusqu'en maintenant. C'est ça, moi, il a pris il y a longtemps pour faire débrouiller famille, mes enfants, l'école, tout ça maintenant. Payer maison. J'ai des moments à vendre. Mon rôle de servir, activer le feu. S'il faut acheter de l'huile, il faut acheter du charbon, c'est mon rôle que je joue avec elle. Je travaille en famille, donc ce qu'elle me donne, c'est avec ça que je m'habille, je veux ce que je fais, je fais avec. Aller-retour, c'est ainsi qu'on appelle communément ces beignets ici en Côte d'Ivoire. Ces dames ont réussi à se créer une clientèle au fil des années. Je suis venu payer des allers-retours. Aller-retour. Ce matin, il vient acheter aller-retour. Et c'est tout. Il vient payer. Aller-retour. Farine, sel, poisson. On appelle ça aller-retour à cause de poissons là, quoi. Quand on fait, on met poisson dedans, tu mets, c'est doux, tu as parti, tu as revenu. C'est à cause de ça on appelle ça aller-retour. Pour elle, les femmes doivent se battre pour atteindre leurs objectifs. Je vais dire à mes camarades femmes là, quoi, faut pas ils vont s'asseoir à la maison. Ils n'ont qu'à sortir. Dieu qu'elle est là, quand tu sors, tu as envie de faire quelque chose là. Si tu sors là, il va t'aider. Si tu prends quelque chose de 5 francs la force, il va faire ça à 10 francs pour toi. Une femme, elle peut compléter un garçon. Ce qui veut dire, si monsieur envoie un peu, toi si tu envoies un peu, ça devient beaucoup. Mais s'asseoir pour dire, monsieur, c'est bon, la qu'à envoyer, il arrive un moment, il va te chasser même de la maison. Donc je préfère qu'elle aussi fasse comme moi, aussi trouver quelque chose à faire un peu. Voilà, alors ce sont des femmes à encourager, elles se battent quotidiennement et surtout très tôt le matin pour nourrir leurs différentes familles. C'est grand bravo à ces femmes. Alors nous allons de l'éducation parler maintenant de santé et bien-être avec Maître Mazur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes naturothérapeute et membre de la Fédération des praticiens de santé de Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors, le sujet aujourd'hui avec vous, c'est l'orientation de cette médecine-là à l'horizon 2020. Effectivement. Alors, déjà, l'horizon 2020, c'est une cible très importante pour toute la Côte d'Ivoire. On sait très bien ce qui va se passer et ce que nous recherchons, l'émergence. Alors, quel serait donc l'apport de votre médecine?
Et avant de commencer, c'est le lieu d'abord de donner la définition de la médecine traditionnelle, qui est l'ensemble des pratiques et connaissances perpétuées de génération en génération. Et aussi, nous pouvons dire que c'est aussi l'art d'exploitation minutieuse de toutes les créations du Dieu Tout-Puissant. L'exploitation minutieuse de toutes les créations de Dieu. Dieu a créé les plantes, tout ce que Dieu a créé. La médecine traditionnelle prend tout ce que Dieu a créé et transforme minutieusement tout ce que Dieu a créé pour aider l'homme à retrouver la santé, pour aider l'homme à se combattre, pour aider l'homme à régler tous les problèmes. D'accord. Alors, dans cette émergence que la Côte d'Ivoire recherche, quel sera votre rapport? Qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà, avant votre réponse, nous savons qu'avec le président de la dite fédération, M. Anokwaro, il y a eu donc un recensement. Évidemment, il faut se connaître. Il faut se connaître pour savoir avec qui on peut avancer, avec qui on va à cette émergence. Qui a la carte, qui ne l'a pas. Je pense que selon ses propos, le recensement continue. Effectivement. Au fait, ce qui est beaucoup plus important, l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup, mais il reste toujours à faire. Déjà en 2001, donc le programme national de la médecine traditionnelle a été créé et dirigé par le docteur Croix-Eoulé. Alors, en 2008, la fédération a été créée pour soutenir et rendre vraiment capables les tradipraticiens de la Côte d'Ivoire. Et il est vrai que à ce jour, il y a eu beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses. Et nous avons quitté de la médecine brute où nous utilisons les canaries pour préparer. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle et présente bien ses produits. Les produits sont testés par le laboratoire et ces produits sont sollicités aussi dans quelques pharmacies déjà et nous faisons déjà beaucoup de choses, mais il reste toujours à faire. Alors, nous avons, après l'état de lieu, il est important de voir l'orientation, surtout que nous voulons accompagner l'émergence. Alors, donc au total, vous vous connaissez entre vous, vous savez qui est qui, tout le monde est recensé, l'État a fait sa part. Vous faites il a commencé à faire quelque chose. Mais il reste encore à faire. Parce qu'aujourd'hui, on est recensé, on est déjà à 12 000 tradipraticiens. Et c'est fermé ou bien ça? Non, c'est pas fermé. Il y a toujours la possibilité à d'autres tradipraticiens de venir vers nous. Et en dehors de ça, nous avons déjà une bonne collaboration avec la médecine conventionnelle. Ok, alors pour 2020, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Pour l'instant, certains de vos produits ne sont pas totalement vendus en pharmacie. Oui. Et dans tous les centres de santé n'associent pas forcément votre médecine. Oui, ils ont raison dans la mesure où quelqu'un qui a fait le doctorat à l'université et que il a l'école pour ça, à l'école il a étudié, il ne sait rien des plantes. Et nos parents nous ont dit telle plante fait ceci, avec telle plante vous pouvez régler tel problème. Alors lui ne sait rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout à fait normal, mais il serait intéressant parce que ça se fait déjà dans la sous-région, dans des centres hospitaliers où il y a toujours une unité. Ça a commencé déjà avec le CHU de Treichville, où nous avons déjà une unité d'argile qui est présentement là. Et nous voudrions que l'État soutienne effectivement cette activité. Nous pouvons faire mieux que ça et que déjà dans tous les centres de la Côte d'Ivoire, centres hospitaliers, et on retrouve une unité de la médecine. Mais à Treichville, c'est l'argile. Oui, l'argile. Et c'est qu'est-ce qui se passe à Treichville avec cette argile-là déjà, pour ceux qui ne savent pas? Oui, je suis arrivé, mais ce n'est pas pour... Qu'est-ce qui se passe à Treichville? Bon, Treichville, ça se fait, il y a beaucoup de choses. Il y a le centre, il y a notre unité de Treichville qui est dirigé par Aboutou, un certain Aboutou, qui pilote vraiment les trucs d'agile, le traitement à base de... Ce qui veut dire qu'il y a eu une avancée. Il y a eu une avancée, mais il reste encore à faire. Justement, pour que puissiez servir tout le territoire, il faut aussi montrer un peu plus peut-être à votre niveau
faire d'autres efforts à votre propre niveau? Nous avons fait déjà beaucoup d'efforts. Ce qui est intéressant à ce jour, et nos produits, comme je le disais, ont quitté vraiment l'étape de ce que les gens connaissent déjà. Et les traditions de la médecine, les praticiens, il y a déjà 12 000 qui ont été recensés. Il en reste encore. Il en reste encore. On continue à enregistrer encore en plus. Bon, nous voudrions en 2000, déjà à l'horizon 2020, que cette médecine soit une médecine connue de tout le monde. Alors, quand vous dites que vous avez eu 12 000, permettez, oui. Vous avez eu 12 000 déjà recensés. Oui. Ces 12 000 déjà recensés, il faut bien que la population puisse savoir chez qui aller et chez qui ne pas aller. Effectivement. Puisque certains pourraient se targuer d'avoir reçu des visions ou pourraient dire que je peux soigner et puis voilà, escroquer la population. Oui, et salir malheureusement l'organisation. En réalité, il y a ça partout. On ne peut pas dire que c'est seulement au niveau des praticiens qu'il y a ça partout. Mais quel est l'effort que vous faites Nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a les cabinets qui sont des cabinets bien adaptés, qui respectent les normes d'un cabinet. Et aussi nous faisons beaucoup d'efforts en ce qui concerne le rassemblement et l'organisation, la formation. La formation de ces praticiens, il y a déjà beaucoup de choses qui se font déjà dans ce sens. Qu'est-ce qui est fait? Expliquez-nous un peu. Alors, il y a quotidiennement des formations au niveau de la direction de la promotion de la médecine en Côte d'Ivoire. Il y a régulièrement des formations, que ce soit... Qu'est-ce qu'on vous apprend dans ces formations? Bon, au cours de ces formations, il y a d'abord la connaissance de l'anatomie, connaître alors les soins, les hygiènes, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment recevoir les patients, comment présenter les produits, comment faire en sorte que ces produits soient acceptés de tout le monde, et aussi comment un praticien peut déjà comporter devant les patients. Et il y a beaucoup de choses qui sont apprises. Et puis la connaissance des plantes. Parce que il y a très peu, il y a des gens qui connaissent les plantes, mais ils ne connaissent pas ni les noms scientifiques de ces plantes et comment peut utiliser. Parce qu'une plante, c'est très important. Une plante a beaucoup de vertus. Si nous avons le temps, je vais parler de quelques vertus de moringa, par exemple, pour donner à la population. Le moringa. Le moringa, vous connaissez. Alors, il y a beaucoup de choses que le moringa donne que les gens ne savent pas. Donc, il faut vous dire qu'à l'émission 2020, nous voudrions vraiment une participation soutenue, active vraiment de l'État de Côte d'Ivoire, surtout que nous avons beaucoup de choses à faire. On peut nous associer à des recherches. Nous pouvons le faire. Nous avons beaucoup de capacités, on a des connaissances. Il y a des fléaux aujourd'hui que les gens crient partout, par-ci, par-là, mais on doit nous regrouper. Des fléaux qui se créent. Oui. Pas que les gens créent. Oui, je parle des fléaux, des maladies où nous pouvons participer à de grandes recherches. Vous n'avez pas été sollicité? Bon, on nous a mis de côté parce que nous avons commencé à nous organiser. Je crois qu'on peut faire mieux que ça. Et on a besoin seulement du soutien. Et parce que quelqu'un qui a une connaissance, il a peur de laisser sa connaissance s'il n'est pas soutenu. Si c'est qu'il pense que la personne à qui va laisser cette connaissance, la personne ne va pas bien l'utiliser. Il y a déjà au niveau de l'Institut de la santé publique, et ils arrivent à tester les produits, mais il n'y a pas une disponibilité soutenue de ces personnes pour nous accompagner jusqu'à la fin. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Je crois que il faut que l'émergence, nous voulons bien accompagner le train de l'émergence. Vous dites, en tout cas, au niveau de l'organisation des praticiens naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, vous êtes prêts, vous êtes bien organisés, c'est ça? Bien organisé. Tout le monde est, enfin bon, pas tout le monde, 12 000 sont recensés, sont sérieux. Effectivement, oui. Et donc, avec déjà ces 12 000-là, on peut faire des efforts, installer donc des unités. Des unités, des unités dans les différents centres. Et puis nous avons besoin d'un appui financier. Alors, dans certains pays de la sous-région, selon les rapports, certains médecins conventionnels conseillent
aux patients d'aller voir la médecine traditionnelle. Effectivement, même dans la sous-région. Est-ce que c'est le cas ici? Bon, le cas, ça a commencé à se passer et nous avons effectivement, il y a des cabinets qui sont des cabinets très sérieux et que nous avons déjà cette collaboration et cette sécurité de ces médecins qui aussi ont essayé de ces produits et conseillent ces produits à des patients. Mais il y a encore des choses à faire parce que quelque part, nous, la première des médecines, c'est nous. Nous traitons au moins 80% de la population. Alors, quelqu'un qui n'a pas de gros moyens, s'il vient à la médecine traditionnelle avec ses moyens de bord, on peut déjà lui donner ce qu'il faut et puis se soigner. Les résultats probants, c'est ça? Les résultats vraiment sont extraordinaires parce que nous faisons beaucoup de choses et moi même aujourd'hui, il y a des cabinets qui emploient des jeunes. Nous aidons les jeunes sans emploi, on les forme. Ces jeunes sans emploi travaillent et il y a des cabinets qui travaillent avec plus de 100 jeunes sans emploi. Et ils sont rémunérés? Ils sont rémunérés à la fin du mois. Donc nous faisons déjà beaucoup de choses et il faut que l'État nous soutienne. Il faut que dans les tissus économiques et qu'on nous donne plus de facilité pour que les institutions... L'accès au crédit? Oui, effectivement, l'accès au crédit. Pour les institutions... crédit, les banques ne vous font pas confiance? Non, on ne fait pas confiance. Pour le moment, je veux vraiment que nous soyons très soutenus. On ne peut pas faire de richesse sans argent, sans moyens. Nous voulons faire beaucoup plus. Nous voulons améliorer davantage cette médecine. Nous voulons faire connaître cette médecine. Alors, si vous avez un peu de temps, je vais parler tout petit peu du moringa. Rapidement, allons-y, c'est intéressant. Alors, le moringa, qui est très connu, je n'ai pas besoin de présenter ça au plateau parce que les gens connaissent déjà beaucoup. Non, il fallait venir avec. Alors, Alors, le moringa est déjà différent. Ce n'est pas... on peut manger le moringa comme légume. D'abord, je commence par... Les feuilles de moringa sont mangées comme légumes. Ça contient des vitamines, des minéraux et de la protéine. Alors, le moringa est plus riche que l'orange, plus riche que le lait, plus riche que la viande de bœuf et plus riche que l'œuf. Le moringa a 9 acides aminés que le corps a besoin pour nous aider à bien vivre. Également, le moringa est un formidable trésor des antioxydants et qui lutte contre les cellules cancéreuses et autres. Donc, là, que ce soit les racines qu'on peut faire le thé avec, on peut racler si vous avez une plaie, vous pouvez mettre dans la plaie guérira. Également, les tiges sont très utilisées et les feuilles contiennent la feuille à l'état naturel, pas séché. Naturel. Séché aussi, c'est bon. La feuille fraîche et séchée. Si vous ne bouillez pas ça dans l'eau et que vous prenez ça directement, et ça fait beaucoup de choses à l'organisme. Et ça aide l'homme. Ça revitalise, ça rajeunit. Moi, j'ai fait des expériences chez moi. Le résultat est extraordinaire. Tous les enfants qui ont des problèmes de santé, tous les enfants qui sont affaiblis, les yeux dormants, et à l'espace de 2-3 semaines, vous les voyez très joyeux, vous les voyez très forts. Merci donc, beaucoup, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et je avec crois le moringa. Alors, ma conclusion, c'est de dire que nous faisons beaucoup de choses. D'accord. Nous avons besoin de la participation, du soutien de l'État pour nous accompagner, pour aider à donner de valeur à cette médecine. Merci beaucoup, Maître Mazieu. Vous êtes naturothérapeute et membre de la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Merci. Merci, madame. D'être venu. Merci. Et puis, bonne journée de lundi. D'accord, merci. Alors, on va continuer notre sensibilisation. Ebola 2, c'est parti.